Qu'est-ce qui fait que les empathes ou les hypersensibles voient leur gentillesse bafouée avec autant d'ingratitude? C'est ce qu'on va voir dans ce premier point de cette vidéo. La gentillesse est bafouée par les autres. C'est-à-dire qu'on donne, on est dans une forme de générosité parce qu'on capte le besoin de l'autre, parce qu'on sent avant même qu'il formule la demande de quoi est-ce qu'il a besoin, et donc on va anticiper. Et donc on va essayer d'apporter ce dont l'autre a besoin parce que c'est notre façon de fonctionner en tant qu'hypersensible. Et on est connecté aux moindres détails. Et donc on va chercher à être gentil, c'est-à-dire à apporter secours à l'autre, à apporter assistance à l'autre, à aider l'autre, avant même qu'il formule une quelconque demande. Le problème de ce fonctionnement-là, c'est que souvent, le résultat, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir un merci, on a soit un comportement qui sous-entend que c'est juste normal, parce que les gens ont été habitués à ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils nous remercieraient après tout, hein? Ou alors, voire pire, on a la conséquence inverse, c'est-à-dire que la personne vient nous reprocher de lui avoir apporté de l'aide, ce qui paraît complètement fou quelque part quand on est quand on a le cœur sur la main et qu'on est plein de générosité. Alors qu'est-ce qui explique le fait qu'une personne qui est gentille et qui est généreuse peut se retrouver rejetée comme ça par la personne qu'elle a cherché à aider, avec une véhémence et parfois une violence qu'on ne comprend pas parce que on n'y est pas pour grand-chose. Typiquement, vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans le besoin, qui a besoin d'être hébergé, qui a besoin d'un logement pendant quelque temps, vous l'accueillez chez vous, et puis la personne commence déjà à prendre ses aises, prendre sa place, bon, vous vous dites « ok, je vais faire un effort », et puis au final, ça finit avec pertes et fracas, et la personne finit par partir en claquant la porte et en vous insultant de tous les noms. Et là, on ne comprend pas, les bras nous en tombent, parce qu'on se dit « mais concrètement, moi je suis là pour essayer d'apporter de l'aide, je ne suis pas là pour me faire envoyer bouler, et je ne comprends pas pourquoi on en est arrivé à ce résultat-là. » La raison, elle est toute simple. La raison, elle est que lorsque vous apportez de l'aide à quelqu'un qui ne l'a pas sollicité, vous anticipez sur sa demande, et donc la personne n'a pas formulé de demande. Et comme elle n'a pas formulé de demande et que vous lui apportez de l'aide, elle est capable de vous dire « mais je t'ai rien demandé ». Et là, nous, on ressent une grande trahison, voire une grande ingratitude, parce que, oui, d'accord, mais enfin, c'était un petit peu implicite quand même dans ta phrase. Oui, mais concrètement, je t'ai rien demandé. Et là, tu me saoules. Ah, ben oui, parce qu'en fait, le fait d'apporter de l'aide sans que l'autre ait formulé une demande explicite, eh bien, ça va apporter une situation compliquée, une situation dans laquelle on va se positionner en sauveur dans le triangle Karpman, parce que l'autre n'a pas sollicité notre aide. Si l'autre sollicite notre aide, ce n'est pas pareil, nous sommes personnes ressources à ce moment-là. Mais si l'autre ne sollicite pas notre aide, eh bien, on se positionne en sauveur, et quand on voit que l'autre a un besoin, ça c'est un conseil que je vous donne, quand vous sentez que l'autre est en besoin, pour ne pas non plus tomber dans l'indifférence et finalement ne pas vivre votre hypersensibilité, parce qu'une personne hypersensible ne peut pas être indifférente, donc il n'y a pas de possibilité de fonctionner sans cette anticipation. Et bien quand vous êtes dans cette anticipation, plutôt que d'apporter de l'aide pour vous faire jeter derrière, proposez votre aide. Proposez le fait que vous puissiez être personne ressource si besoin, mais que l'autre n'hésite pas à demander de l'aide si jamais il en ressent le besoin, que vous serez ravi d'être là pour aider la personne si elle en ressent la nécessité, qu'elle n'hésite pas à se tourner vers vous. De cette manière-là, vous restez non seulement dans votre hypersensibilité, c'est-à-dire vous captez le besoin de l'autre, mais en plus de ça, vous laissez l'autre décider si ça lui convient ou si ça lui convient pas, auquel cas il pourra difficilement vous faire le reproche de l'ingratitude de lui avoir apporté de l'aide, sans avoir été sollicité au préalable. On a vu dans la partie précédente que anticiper le besoin de l'autre nous donne toute notre place d'hypersensible. C'est-à-dire qu'on va capter ce dont l'autre a besoin avant même qu'il l'exprime. Et quelque part, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien parce qu'on aurait aimé qu'une personne ait cette sensibilité à notre égard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie, on a probablement dû s'en sortir tout seul, à la dure. On a probablement eu des carences d'enfance, on a probablement eu des moments où on a dû prendre soin des autres et qu'on n'a pas appris à ce que les gens prennent soin de nous. Et donc, on est toujours dans cette position d'ouverture vers l'autre, d'altruisme et de vouloir quelque part faire le bien de l'autre en espérant un jour que quelqu'un fasse la même chose avec nous. Alors, c'est très intéressant comme façon de faire parce que en plus de cette recherche de réciprocité qu'on abordera un petit peu plus tard, il y a aussi un autre aspect qui est fondamental à mon avis et que je voudrais aborder dans cette partie-là, c'est le fait de contribuer à un monde meilleur. Si chacun pense qu'à lui, si chacun tire la couverture à lui, si chacun est égocentrique, si chacun est égoïste, et si chacun prend ce qu'il veut du monde là pour essayer d'avoir, posséder, en avoir plus de conquêtes amoureuses, avoir plus d'argent, avoir plus de biens matériels, avoir plus de maisons, avoir plus de... Et pourquoi, en fait? Concrètement, pourquoi faire? Enfin, au bout d'un moment, on en a plus, d'accord, mais est-ce qu'on est plus heureux pour autant? Non. Est-ce qu'on contribue à un monde meilleur?
Pas forcément, parce que forcément, il y a le revers de la médaille aussi. Plus on consomme, plus on pollue. Et donc, plus ça pose quelques petits problèmes éthiques si on recherche une situation d'équilibre. C'est-à-dire que dès l'instant où un animal, quel qu'il soit, j'espère que le vent n'est pas trop problématique pour le son, je vais peut-être me mettre un peu comme ça. Dès l'instant où un animal, quel qu'il soit, interagit avec son environnement, il va apporter ce qu'on appelle de l'entropie. C'est-à-dire qu'il va dégrader en partie son environnement. Même les animaux dans la nature le font. Vous laissez des brebis dans un pré, le pré, il est ratiboisé sec de chez sec, quoi. Et chaque animal va tendre à prendre un petit peu dans son environnement ce dont il a besoin, va aussi polluer à sa manière son environnement. Enfin, alors c'est pas vraiment de la pollution, mais en tout cas va déféquer ses déjections dans l'environnement. Et donc au final, ça crée une situation dans laquelle dès l'instant où on arrive dans un environnement et qu'on est un être vivant, on va rajouter du désordre par rapport à ce qui était là avant. Tant qu'il est mesuré, ça va. Le problème, c'est quand il n'est pas mesuré. Le problème, c'est quand il devient excessif. Et là, on pourrait dire à l'heure actuelle qu'on est dans une façon excessive de gérer notre rapport au monde et notre rapport au matériel. Donc, garder cette hypersensibilité, cette anticipation du besoin de l'autre nous permet à nous, quelque part, de rajouter de la bienveillance, de l'humanité, quelque part, dans ce monde humain qui se déshumanise de plus en plus, puisqu'on est de plus en plus dans un monde où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, où on est dans des failles narcissiques, où on est dans le fait de prendre plutôt que de donner. Donc, nous, on va chercher à donner d'abord, avant même que l'autre demande, parce que il y a aussi un phénomène qui fait que si on demande dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on prouve sa faiblesse ou sa vulnérabilité. Et ça, c'est pas souvent très bien vu. Pour autant, ce qui est à la mode en ce moment dans le comportement social, c'est la position de victime. On va se victimiser facilement, dire que l'autre c'est le méchant, dire que l'autre c'est le coupable, dire que l'autre nous a fait souffrir. Certes, c'est en partie vrai. Pour autant, en faisant ça, on se maintient dans le triangle de Karpman. Alors que, quand on est hypersensible et qu'on apporte un peu de mieux-être à la situation, on a envie justement d'aider la personne à sortir de sa situation de victime pour commencer à rayonner, pour apporter de la douceur, pour apporter de la chaleur, pour apporter de l'empathie, pour apporter de la considération, et de la considération subtile, ce qui nous manque tant. Ça sort de ces recettes toutes faites du yaka faucon. À un moment donné, ça marche pas, ça. C'est de la projection de ce qui marche pour soi sur les autres. Et les autres ont une autre problématique. Et nous, on le sait bien en tant qu'hypersensibles, notre problématique n'est pas juste de passer à l'action et d'arrêter notre sensiblerie. Non, on peut pas fonctionner autrement de la manière dont on fonctionne. On peut éventuellement apprendre d'autres manières de fonctionner, mais on peut pas désapprendre la manière dont on fonctionne aujourd'hui. On peut la réserver peut-être à certaines situations, mais on peut pas l'empêcher d'exister. Donc voilà, c'est peut-être une des caractéristiques, cette anticipation, qui peut à la fois avoir ce côté altruiste, mais qui peut aussi poser un énorme problème parce que ça dépossède l'autre de sa capacité à demander de l'aide de manière explicite. Et j'ai envie de dire, moi, mon conseil, ce serait garder cette possibilité d'anticiper le besoin de l'autre, mais au lieu de passer à l'action derrière, posez la question. J'ai l'impression que tu aurais besoin de ça en ce moment. Est-ce que je me trompe ? Voilà, avec un peu de réserve. Et là, je suis persuadé que votre entourage trouvera ça moins intrusif, moins agressif, parce que le problème, c'est que si jamais vous captez ce que la personne ne dit pas, si elle ne le dit pas, c'est qu'elle est gênée. Donc, si vous le découvrez et si vous le verbalisez alors qu'elle est gênée, elle va vous envoyer bouler parce qu'elle se sent attaquée dans son monde intime, dans son intériorité, dans son monde secret, dans ses intentions cachées. Et vous captez ça et donc vous mettez ça au grand jour alors que la personne n'était pas encore à l'aise avec ça. Ça peut être perçu comme une agression, malheureusement. Mais c'est vrai que ça peut être perçu comme ça peut être intrusif. Donc, par rapport à ça, gardez mon conseil, c'est le suivant, c'est garder cette anticipation et tout en émettant une réserve au moment où vous allez approcher la personne, tout en y allant avec parcimonie, avec douceur, en posant des questions, en demandant l'autorisation, est-ce que c'est possible ou pas. Et à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins de chances de vous faire envoyer paître et vous pourrez maintenir ces relations bienveillantes vis-à-vis de votre entourage qui seront à ce moment-là beaucoup plus appréciées que dans l'état actuel des choses, j'imagine, à moins que vous le fassiez déjà. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si vous avez déjà essayé d'aider l'autre sans qu'il le demande et de partager un petit peu vos réactions. Toujours sur ce thème de la gentillesse et de l'hypersensibilité, on peut constater une ingratitude de la part des autres, voire un rejet, comme on l'a déjà vu. Et c'est très difficile à vivre quand on est hypersensible, parce que ce qu'on veut, c'est apporter du mieux-être. Et c'est pas spécialement
créer du conflit. D'ailleurs, on ne supporte pas le conflit en général quand on est hypersensible, on n'aime pas ça, on est vraiment mal à l'aise avec ça, et par moments, on ferait tout pour pouvoir l'éviter. Et on ne comprend pas quand on est montré du doigt comme étant la personne qui a généré ce conflit, qui a généré cette situation difficile, et on ressent une sensation d'ingratitude phénoménale. Je me rappelle avoir consacré plusieurs années de ma vie à aider une personne, et au final, cette personne n'a plus souhaité entendre parler de moi, et j'ai trouvé ça très difficile à vivre, parce qu'en effet, cette personne était dans le besoin, un besoin qu'elle n'exprimait pas. J'ai essayé d'être là pour cette personne, et je me suis rendu compte, après coup, que je lui en voulais. Alors, au final, du coup, est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est un marchandage? Et là, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse que, en effet, c'était un marchandage, une espèce de chantage affectif, c'est-à-dire que je suis altruiste, je suis bienveillant, je t'apporte énormément de choses, mais en retour, tu dois m'apporter de la considération. Ah, c'est écrit où ça? C'est dans quel contrat? Et là, je me suis rendu compte de mon erreur personnelle, c'est-à-dire d'attendre de l'autre qui me renvoie une réciprocité par rapport à l'acte que j'ai posé. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'acte que j'ai posé n'était pas de la générosité, mais était une forme de marchandage puisque j'attendais quelque chose en retour. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, est-ce que quand je donne, je suis légitime à attendre quelque chose en retour? Non, sinon c'est pas un don. C'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Donc, si vous avez envie de donner et que vous n'avez pas de réciprocité, vous n'êtes pas obligé de continuer à donner. Vous pouvez vous arrêter de donner à cette personne qui ne vous rend pas la réciproque si vous souhaitez une réciproque, bien sûr. Mais au moment où vous donnez, la question à vous poser, c'est est-ce que vous donnez ou vous marchandez? Si vous donnez à ce moment-là, si vous n'avez rien en retour, c'est pas un souci parce que vous avez cherché à donner, à offrir à l'autre et pas à offrir en échange de. Sinon, c'est du marchandage. Maintenant, pour pouvoir donner, sans être dans le marchandage, ça implique quelque chose de très important. Ça implique d'être suffisamment riche pour pouvoir donner sans que ça nous manque. C'est-à-dire que donner son morceau de pain alors que soi-même on est en train j'ai le mot anglais qui me vient, d'être en situation de famine, on meurt de faim, on donne son morceau de pain à quelqu'un d'autre, en gros ça veut dire que on s'apprête à mourir, on est prêt à mourir pour l'autre, c'est une forme de sacrifice. Ok, moi, je me dis, si jamais l'autre, par exemple, prenons cet exemple-là qui paraît vertueux, ok, mais maintenant, supposons que je donne mon morceau de pain à un enfant qui, lui, ne peut pas gagner sa vie et n'a pas de quoi s'acheter de la nourriture, et n'a pas de quoi travailler, n'a pas de quoi payer un toit parce qu'il n'est pas adulte. Si je lui donne le morceau de pain et que moi, je meurs derrière, l'enfant est abandonné. Donc, c'est pire que mieux. Il vaut mieux que moi, j'ai suffisamment d'énergie pour aller travailler, quitte à rationner un petit peu les choses pour que ça puisse aller à l'un et à l'autre, et que je fasse tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir l'ensemble de cette situation, mais pas à mon détriment. Si c'est trop à mon détriment, à ce moment-là, je me mets en danger, et donc je ne peux pas apporter ma contribution parce que je suis moi-même en demande d'aide. Et donc, ça renverse la tendance et ça marche pas très bien. Donc, si jamais vous souhaitez donner quelque chose, assurez-vous d'être suffisamment riche pour pouvoir donner dans ce domaine sans que ça vous coûte, qu'il n'y ait pas de réciprocité. Sinon, c'est que vous attendez un retour, vous n'êtes pas dans le don. Je prends un autre exemple un petit peu moins extrême. Si vous partagez des photos ou des vidéos à des personnes que vous appréciez et que vous n'avez pas de réponse, eh bien, c'est la liberté de la personne de ne pas vous répondre. Ça ne veut pas dire qu'elle vous fait la tête, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas apprécié ce que vous lui avez envoyé, ça veut juste dire qu'au niveau du moment où elle vit les choses, elle a préféré ne pas répondre. Est-ce que pour autant elle n'a pas été touchée? Si, peut-être. Mais si vous vous offusquez de ne pas avoir de réponse, à ce moment-là, c'est que vous exigez une réponse de la part de l'autre parce que vous avez partagé quelque chose que vous estimiez beau et donc vous auriez aimé un retour. Mais le retour n'est pas obligatoire, sinon ce n'est pas un don, vous n'avez pas offert ce moment de partage, vous avez marchandé ce moment de partage dans l'espoir d'avoir une réciprocité. Et donc, ça commence à mettre une pression sur la relation, d'où le fait que certaines personnes se détachent et nous, on ressent une ingratitude parce qu'on a juste envie de partager, mais on ne se rend pas compte que derrière, il y a tout ce mécanisme de marchandage et donc on met une pression inconsciente à l'autre pour nous rendre la réciproque. Or, si la personne n'a pas envie de nous rendre la réciproque et qu'on accepte encore la relation, cela peut fonctionner dans la limite du raisonnable. Parce que si on va au-delà de ce qui est toujours à sens unique, en fait, il y a une dissymétrie dans la relation qui commence à s'installer et qui pose problème. C'est-à-dire que si de temps en temps, la personne souhaite ne pas répondre, pas de problème, mais de temps en temps aussi, vous pouvez ne pas répondre. Et puis, si la personne ne répond pas pendant un certain temps, et puis à un moment donné, c'est elle qui va partager des photos, des vidéos ou des textos,
Eh bien, pourquoi pas? Ça veut dire que c'était juste une question de moment. Dans ce moment-là, la personne n'avait pas le souhait de partager. Mais il y a quand même une espèce de... comment dire? Il n'y a pas une grande dissymétrie qui s'installe. Ou alors, la personne n'est pas obligée de vous partager des photos ou des textos ou ce genre de choses parce que c'est pas son style et peut, je sais pas, vous envoyer des cadeaux par la poste ou autre. Enfin, vous pouvez avoir vos canaux différents de communication envers les uns ou envers les autres. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce soit pas du vampirisme d'énergie dans une direction par rapport à l'autre et que ça aille tout le temps dans le même sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de réciprocité, même si c'est pas systématiquement sur le même domaine et même si c'est pas dans la même temporalité. En tout cas, réfléchissez à ça. Est-ce que vous marchandez ou est-ce que vous donnez lorsque vous faites un acte qui, selon vous, est un acte de générosité? Alors, lorsqu'on est hypersensible et qu'on est dans une situation d'ingratitude comme celle que je viens de décrire, notre premier réflexe, c'est un petit peu de faire comme une huître, c'est de nous refermer sur nous-mêmes pour éviter de souffrir à nouveau. Parce qu'en finalement, eh bien, l'autre nous a donné le rôle du bourreau qu'on n'a pas envie d'être puisqu'on a voulu aider. Et finalement, on ne se rend pas compte qu'on est pris au milieu d'un triangle de Karpman, c'est-à-dire qu'on a joué au sauveur sans le vouloir, par bienveillance, par altruisme, par générosité. Mais le fait qu'on soit dans ce triangle de Karpman avec autant de générosité fait en sorte qu'on est autant rejeté après derrière. Et quand on est rejeté à ce point-là, alors qu'on a voulu apporter des choses bénéfiques, apporter du mieux-être à la personne, eh bien, on se sent blessé. On le prend de manière personnelle, on le prend droit dans l'ego. On le prend dans son amour-propre aussi et on se demande mais comment faire pour contribuer à un monde meilleur? Je n'y arrive pas, je ne comprends pas, cette ingratitude me blesse, ce manque de réciprocité me dépasse, ce manque d'honnêteté me dépasse aussi, ce manque de considération pour les faits, pour ce que j'ai fait, c'est-à-dire que la personne va interpréter en plus, elle va déformer ce qui s'est produit. Enfin, on est face à une situation perverse parfois qui peut être déstabilisante au possible. Et dans ces moments-là, eh bien, on a tellement mal, on souffre tellement de ce type de relation qu'on se renferme sur soi et on n'ose plus s'ouvrir. Jusqu'à la fois où on ose à nouveau s'ouvrir parce qu'on finit par avoir confiance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, badaboum, le même schéma qui se répète. Et là, au bout d'un moment, au bout de 2, 3 fois, 4 fois, peut-être 10 fois pour certains téméraires, eh ben, on finit par se renfermer dans sa coquille, et on finit par se renfermer dans son bunker émotionnel, et on finit par devenir un peu aigri de ce monde, et on cherche à se retirer du monde, et on préfère la compagnie de la nature et des animaux, comme vous pouvez le voir dans les décors que je vous propose sur cette série de vidéos. Alors, le fait de se retirer du monde, en effet, ça permet de se ressourcer, et ça permet d'éviter de souffrir à nouveau. Simplement, le problème, c'est que dès qu'on est au contact des autres, vu qu'on réenclenche les mêmes réflexes, eh bien, on ressouffre à nouveau, mais ça vient peut-être pas forcément des autres, ça peut aussi venir du réflexe qu'on a de vouloir être trop gentil, de vouloir être débordant de gentillesse, dégoulinant de gentillesse. C'est presque du vomi de bienveillance, j'ai envie de dire quelque part. Alors, certains me diront, oui, mais j'y peux rien, c'est ma nature. Ok, on peut avoir cette nature-là, mais peut-être le faire avec parcimonie, le faire en fonction des circonstances, le faire avec eh bien, cette demande d'autorisation, comme je le proposais précédemment dans la vidéo. Donc, continuer à le faire, oui, mais en changeant peut-être la manière de le faire. Et peut-être qu'avec une autre manière de le faire, eh bien, on pourrait le vivre de manière tout à fait agréable. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de vous proposer comme approche, parce que je reste persuadé que ce monde a besoin de bienveillance et a besoin de bonté et a besoin de gestes altruistes, d'entraide. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, et même les animaux s'entraident aussi, d'ailleurs, au passage. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants remplis d'amour. Et cet amour-là, on en a besoin. Donc, retirer son entraide parce qu'on a souffert, parce que peut-être on a fait preuve de maladresse sans le savoir, de maladresse inconsciente, peut-être parce qu'on a voulu trop bien faire sans demander l'autorisation à la personne avant, si elle était d'accord, si elle nous accordait le fait de l'aider ou pas. Parce que dans le fait d'accepter de l'aide de la part de quelqu'un d'autre, et peut-être que vous le savez aussi, il y a une forme d'humilité à avoir, il y a une forme d'acceptation d'être dans la position de celui ou celle qui a besoin d'aide et qui a besoin qu'on lui apporte de l'aide. Et accepter de recevoir, c'est pas facile. Moi, ça m'a pris des années avant d'accepter de recevoir. C'est-à-dire que j'étais hypersensible, j'avais envie de donner, mais dès qu'on me donnait en retour, j'étais mal à l'aise. Alors mettez-le dans les commentaires si le fait, vous, de recevoir vous met mal à l'aise. Parce que si ça vous met mal à l'aise, ça pose un gros problème dans la relation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire que vous demandez jamais de l'aide quand vous en avez besoin, ou en tout cas jamais aux personnes que vous avez aidées, alors que peut-être qu'elles cherchent juste à vous rendre l'appareil pour pas se sentir inférieur, parce que ça met en effet dans une position délicate. Donc voilà, par rapport à cette notion de générosité et de manque de réciprocité et d'enfermement dans son bunker quelque part, un peu comme une huître qui se referme, j'ai envie de dire que
pour moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que, bien que je comprenne la souffrance, bien que je comprenne la lassitude d'avoir essayé encore et encore et encore, mais Einstein disait que reproduire les mêmes actes en espérant un résultat différent, c'est se rapprocher de la folie. Peut-être qu'il est là le secret, c'est-à-dire que garder l'intention de vouloir aider, mais peut-être changer la manière de le faire, peut-être changer l'approche, peut-être changer la demande, demander à l'autre s'il est d'accord ou pas, si on a son aval ou pas. Eh bien, là, ça montrera une forme de considération plutôt que de sauter dans le costume du super-héros du sauveur et puis de se ramasser une grosse claque derrière parce que la personne fait preuve d'ingratitude par rapport à ce qu'on lui a apporté. Je pense que vous connaissez ce schéma par cœur. En tout cas, moi, je l'ai malheureusement trop connu. Et j'ai appris la différence entre déclencher le sauveur et devenir personne ressource. Une personne ressource, c'est une personne vers laquelle on va se tourner quand on a besoin d'aide et qui ne fait pas sentir qu'elle a apporté de l'aide, c'est-à-dire ne met pas la pression sur l'autre, ne cherche pas la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que c'est un vrai don. Quand je donne de mon temps aux personnes de mon entourage pour les accompagner vers plus d'autonomie affective, eh bien, je le donne vraiment. C'est-à-dire que je ne demande rien en retour. Je ne demande pas de réciprocité. Je ne demande pas à les appeler quand moi, ça ne va pas spécialement. Pour autant, il m'arrive de les appeler simplement pour leur donner des nouvelles, pour leur montrer que la relation n'est pas uniquement de vous venez vers moi quand vous avez besoin d'aide, mais moi, je ne me tourne jamais vers vous. Et donc, de créer une forme de réciprocité comme ça permet un peu plus d'harmonie. Et puis, ça permet aussi une écoute empathique de l'autre quand il va mieux. Et puis, de temps en temps, sans forcément chercher de l'aide, je sens que ça aide la personne, que je lui parle un peu de mes failles, de mes problèmes, de mes difficultés, sans trop en faire et surtout sans demander de l'aide derrière, si je sens que j'en ai pas besoin. En revanche, si je sens que j'en ai besoin, bien évidemment que je vais aller demander de l'aide de manière explicite à la personne concernée qui me semble la plus appropriée la plus talentueuse, quelque part, pour m'aider dans certaines situations. Parce que finalement, je suis comme tout le monde. Il y a des situations dans lesquelles j'éprouve des difficultés et il y a des situations où je n'ai pas la connaissance de ce qu'il est bon de faire pour pouvoir se sortir de cette mauvaise passe. Ça m'arrive aussi parfois. Donc voilà, puis des fois je m'interroge, je me pose des questions, j'ai besoin de recul. Donc continuez à consulter les gens, continuez à avoir une relation avec une forme de réciprocité. Évitez que ce soit toujours vous qui donniez et que vous ne receviez jamais. Pour autant, essayez de devenir plutôt une personne ressource qu'une personne sauveuse, parce que la personne sauveuse, elle finit par être aigrie et s'enfermer dans son bunker. Et le problème de ce bunker-là, c'est qu'on a du mal à en sortir parce qu'on a vraiment souffert. Alors, voilà, moi, c'est le message d'espoir que j'ai envie de donner, parce que si tout le monde sort de son bunker et commence à apprendre à apporter de l'aide en étant personne ressource et pas sauveur, pas tomber dans ce triangle dramatique qu'on nous apprend depuis notre plus tendre enfance, parce que c'est comme ça qu'on traite les personnes qui sont en état de dépendance, et tous les enfants sont en état de dépendance puisqu'ils ne peuvent pas travailler pour se nourrir, ils ne peuvent pas travailler pour se loger. Donc forcément, quand on est enfant, on est dans la dépendance et on apprend la dépendance. Donc sortir de la dépendance pour rentrer dans l'autonomie, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui ne se fait pas tout seul, qui n'est pas intuitif, et pour autant qui apporte beaucoup plus d'harmonie dans les relations. Donc si vous voulez garder cette bienveillance qui est en vous, cet altruisme, cette envie d'aider, peut-être vous pouvez le faire, mais avec une autre forme. Peut-être vous pouvez le faire sans enclencher inconsciemment ce triangle de Karpman. Peut-être que vous pouvez apprendre à apporter votre aide, mais en étant personne ressource et non pas pourvoyeur de solutions. Voilà, c'était le conseil que je vais vous donner par rapport à ce point dans cette vidéo. Alors parfois, avant de rentrer dans ce bunker de l'aigreur, ou dans sa coquille, ou de se retirer du monde, eh bien, on a rencontré une personne avec laquelle on sentait une connexion très forte, une connivence. Comme si justement, on avait enfin trouvé ce partenaire d'âme à âme, où on pouvait se comprendre, cette flamme jumelle, cette âme sœur, bref, cette personne avec laquelle on a partagé énormément d'intimité. Et il se trouve que lorsqu'on a partagé cette intimité avec quelqu'un, eh bien, on a envie de donner. Et parfois, on donne tellement qu'il n'y a justement pas cette réciprocité dont je parlais. Alors quand on est dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe en général? Eh bien nous, on ne peut pas s'empêcher de donner, donc on va continuer à donner à la relation. Et on va continuer à donner à une personne qui est ingrate, à une personne qui même parfois va nous rejeter. Et là, on est dans une relation toxique, quelque part. Une relation d'abus, une relation de manipulation. Mais quelque part, nous, on ne sait pas donner nos limites aussi, parce qu'on a toujours envie d'être bienveillant, on a toujours envie d'aider. Et le fait de ne pas donner nos limites fait en sorte que l'autre, on ne peut pas le blâmer de ne pas les avoir respectées, puisqu'en fait, il ne les connaît pas. Alors on pourrait partir du principe que tout le monde a les mêmes limites. Mais si on regarde le monde autour de nous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde a les mêmes limites? Est-ce que tout le monde a les mêmes capacités? Est-ce que tout le monde a la même sensibilité? Est-ce que tout le monde a la même aptitude à résoudre certaines situations en fonction de la complexité de ces dernières? Ben non, pas forcément.
Certaines personnes vont avoir du mal avec la nutrition, d'autres vont avoir du mal avec l'argent, d'autres vont avoir du mal avec les relations amoureuses, d'autres vont avoir du mal avec les relations interpersonnelles, etc., etc. On a des difficultés qui sont dans des domaines différents pour chacun. Et donc, je pense qu'on peut difficilement attendre de l'autre qu'il nous apporte des solutions de partout, ou même que nous, on puisse apporter des solutions de partout, ou même qu'on ait la même sensibilité. Donc, quand on est en connivence avec quelqu'un, on aurait espéré avoir cette même sensibilité. Pour autant, vu qu'on est deux personnes différentes, c'est pas le cas dans certains domaines. C'est peut-être le cas dans la majorité des domaines, mais dans certains, c'est pas le cas. Et donc, quand on s'ouvre comme ça à cœur ouvert et qu'on se connecte à quelqu'un, et que ce quelqu'un nous trahit, et que ce quelqu'un, finalement, n'a pas la même sensibilité que nous à certains endroits et nous heurte à certains endroits, eh bien, on va se replier sur soi et on va avoir du mal à en sortir. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à en sortir? Pour une raison très simple, c'est que on a tellement recherché cet être avec lequel on avait l'impression d'être en fusion, quelque part, d'être en harmonie parfaite, cette personne avec laquelle on pouvait s'oublier soi, on pouvait oublier ses défenses, on pouvait même carrément oublier que le monde existe. Parfois, on a l'impression qu'on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche quand on est incroyablement amoureux comme ça, quand on se sent en parfaite harmonie. Eh bien, le problème de ces moments-là, c'est qu'on va donner jusqu'à se perdre. C'est-à-dire qu'on va comprendre que l'autre souffre, on va comprendre que l'autre ait des failles narcissiques, on va comprendre que l'autre ait souffert dans son enfance, donc on va donner, encore et encore et encore, jusqu'à s'oublier, c'est ce que je vous disais précédemment. On va donner au-delà de ses limites, on va donner son morceau de pain alors qu'on n'a plus de quoi manger, parce que c'est comme ça qu'on est, c'est nos valeurs, et donc on va le faire quand même. Et ce faisant, on se perd dans la relation. Et souvent, ça donne des relations qui sont trop extrêmes, qui vont trop loin, parce qu'une relation, elle doit être respectueuse des deux parties. C'est pas l'un qui se sacrifie pour l'autre, sinon c'est plus une relation. C'est une adulation. Une relation d'amour, il y a une forme de réciprocité, en tout cas, même si, et comme je le disais tout à l'heure, même si c'est pas dans les mêmes domaines. Donc cette réciprocité est nécessaire pour qu'il y ait relation amoureuse, ce respect et cette bienveillance réciproque, ce respect de l'intégrité de chacun doit exister dans la relation pour pouvoir créer de l'harmonie. Sinon, on crée forcément du déséquilibre et de la disharmonie. Et le problème, c'est que quand il y en a un qui souffre et que nous, on donne jusqu'à se perdre et on ne sait plus qui on est. Ça m'est arrivé personnellement, je suis sorti d'une relation où je me disais, mais en fait, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je pense? Parce que on m'a tellement montré du doigt, on m'a tellement dit que c'était moi qui posais problème, que c'était moi le malsain, que c'était moi le malade, que c'était moi la personne qui était complètement à côté de la plaque, que je suis allé jusqu'à me demander si j'avais encore une certaine forme de santé mentale, ou si j'étais aliéné, ou si j'avais un vrai problème psychologique de fond, si j'avais une façon de considérer le monde qui était vraiment problématique, qui était complètement farfelue, et est-ce que c'était moi qui déconnais à plein tube ou pas. Et je m'étais tellement perdu dans la relation. Et j'avais tellement eu confiance dans ce que la personne allait me donner, parce que moi j'étais parti du principe que c'était de l'amour qui nous unissait, et donc il y avait cette bienveillance, et donc j'étais à cœur ouvert. Donc forcément la personne me fait des critiques, je me dis qu'elle m'aime, donc si elle me fait des critiques qu'elle m'aime, c'est que ces critiques sont justifiées. Donc je les accepte, donc je les prends pour moi, et là, au fond du gouffre, ouais, ça marche pas. Et alors là, on est complètement à la ramasse. Et pour reconstruire ce qu'on appelle l'estime de soi, même si je suis pas trop fan du concept, mais bon, c'est comme ça que c'est décrit, ça devient très compliqué parce qu'on va chercher à se valoriser. Et le problème de cette façon de se valoriser, c'est que pour se valoriser par rapport à quelqu'un qui nous a rabaissé, on va souvent chercher à rabaisser l'autre. On va souvent chercher à blâmer l'autre. Et le problème de blâmer l'autre ou de rabaisser l'autre, c'est qu'à ce moment-là, on prend la place du bourreau. Et on reste dans le triangle de Karpman. Accepter que l'autre puisse nous détester, parce que c'est son droit le plus strict, et essayer de créer de l'harmonie avec des gens qui nous apprécient, c'est ça qui rendra notre vie plus constructive, plutôt que de se battre pour essayer de faire en sorte qu'une personne qui souffre et qui a besoin de trouver un coupable, change son point de vue sur nous. Si elle a envie de nous voir coupables, c'est qu'elle a envie de rester dans le triangle de Karpman. Alors autant qu'elle reste dans ce triangle de Karpman, si c'est comme ça qu'elle fonctionne et qu'elle n'a pas envie d'évoluer, pourquoi pas? Tant que moi, j'y reste pas, tant que nous, on n'y reste pas, tant que nous, on s'élève, tant que nous, en tant qu'hypersensibles, on arrive à sortir de ça. Parce que vous imaginez pas la puissance que ça peut donner une personne hypersensible qui n'est pas dans le triangle de Karpman. Une personne hypersensible qui n'est pas ce sauveur par défaut, qui confond pas gentillesse et bienveillance, qui confond pas personne ressource et sauveur. Eh bien, ces personnes-là, je pense que plus il y en aura dans le monde, et mieux on se portera. Et il n'y a qu'en étant hypersensible à la base qu'on peut y arriver. Donc il n'y a que vous qui regardez cette vidéo, qui probablement est hypersensible, si vous êtes resté juste là, qui puissiez apporter ça au monde. Les autres en sont totalement incapables puisqu'ils n'ont pas cette hypersensibilité. Vous avez cette capacité. Simplement, ça demande à un moment donné de s'éduquer pour sortir du triangle de Karpman, pour sortir de ces relations dramatiques par défaut et pour pouvoir commencer à rentrer dans des relations d'altruisme véritable.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.